Toyota soutient massivement l'hydrogène. Alors, Toyota Motor Orb vient de signer un accord avec Hydrogen Refueling Solutions et Engie pour déployer une nouvelle génération de système de ravitaillement en hydrogène combinant rapidité et coût réduit. Une innovation qui sera testée dans le cadre du projet READY, jeu de mots, financé par l'UE, avec pour objectif d'accélérer le déploiement des infrastructures de distribution hydrogène. Un des principaux défis pour l'expansion de cette énergie réside dans le développement de bornes capables de ravitailler rapidement aussi bien les utilitaires légers et les poids lourds. La technologie Twin Mid Flow de Toyota répond à ce besoin avec un double pistolet à débit élevé permettant de recharger un poids lourd en moins de 10 minutes et un utilitaire léger en moins de 5 minutes. Le tout avec une borne unique. Cette avancée évite de multiplier les types de bornes et simplifie l'infrastructure. Sur le plan pratique, les camions de 40 tonnes pourront être ravitaillés en seulement 8 minutes pour une autonomie de 600 km ou 12 minutes pour 900 km. De plus, le coût d'installation de ces stations de recharge sera nettement inférieur, facilitant leur déploiement rapide. Ça cadre parfaitement avec les objectifs du règlement AFIR de l'UE, qui prévoit des stations accessibles tous les 200 km sur le réseau TENT d'ici 2030. Dans le cadre de cet accord, Toyota fournira un banc d'essai et un camion équipé de la technologie Twin Mid Flow. HRS et Engie travailleront au déploiement de stations de recharge compatibles qui seront testées dès le 4e trimestre 2025. Cet engagement marque une étape décisive vers la généralisation de l'hydrogène comme solution d'énergie durable. Ouais, enfin on en est loin de l'énergie unique hydrogène. Et de toute façon, ça sera pas le cas. Si, pour les camions, je dis pas, c'est vrai que 12 minutes pour faire 900 km, aucune borne rapide ne pourra atteindre ce chiffre pour les camions électriques. Ce sera minimum 45 minutes, 50 minutes à mon avis. Allez, peut-être 30, 35, vraiment avec les bornes ultra rapides de Tesla par exemple. Mais jamais 12, c'est impossible, c'est impossible. Donc oui, pour les poids lourds, je dis pas, mais encore une fois, pour les voitures particulières, déjà le prix de l'hydrogène au 100 km est hors de prix. Si encore il était moins cher que l'essence, un peu plus cher que l'électrique, qu'on recherche chez nous, mais moins cher que l'essence. Je dis pas, à la limite, ça pourrait se tenter, mais bon, c'est pas le cas, on en est loin, c'est plus cher que l'essence encore, là, pour l'instant en 2025. Allez, ciao. Alors BMW i5 gagne 47 km d'autonomie avec son millésime 2025. Pour la première fois, certains semi-conducteurs emploient du carburant de silicium dans son électronique de puissance, mais aussi de nouveaux pneumatiques à plus faible résistance au roulement sont désormais montés sur la voiture. Aussi, de nouveaux roulements de roues, encore moins énergivores dans la rotation, sont introduits. Pour la BMW i5 eDrive 40, 340 chevaux et batterie de 81,2 kWh utile, la conso tombe de 18,7 à 17,9, une baisse de 4,3%, ce qui permettra de dépasser allègrement la barre des 600 km en cycle mixte, 629 environ. C'est une baisse assez légère, je trouve. Après, c'est toujours mieux que ça baisse que ça augmente, évidemment, mais... Bon, faut dire aussi que c'est une grosse voiture, une grosse berline. Pour les versions X-Drive à transmission intégrale, 394 chevaux, BMW affirme que la réduction de la conso atteint jusqu'à 8%, voire même 9% pour la version Touring. Ça, c'est pas mal. Dans la version BMW i5 M60, X-Drive de 601 chevaux, la conso chute de 20,5 à 19,5. Enfin, les BMW i5 millésime 2025, livrés à partir du mois de mars, profiteront d'améliorations intérieures. Toutes les versions ont l'éclairage d'ambiance à surface cristalline, jusqu'à présent optionnel. Les sièges avant intègrent le soutien lombaire et le système IFI Harman Kardon est en série. Minimum 77 000 € pour l'entrée de gamme. Voilà. Bon, BMW, c'est toujours des voitures de luxe, ça changera jamais. Des voitures statutaires, comme on dit. Et ciao. Alfa Romeo renonce à devenir une marque 100% électrique en 2027. Alors, peut-être plus tard du coup. En 2027, Alfa Romeo ne devait plus vendre que des modèles électriques et renonce à sa stratégie puisque les prochains véhicules auront des moteurs thermiques également. Après Ford, Volvo ou Mercedes, c'est au tour d'Alfa Romeo de revenir en arrière. La marque italienne faisait en plus partie des plus ambitieuses puisqu'elle comptait ne vendre que des VE à partir de 2027, calendrier qui a donc été abandonné. Les prochaines grandes nouveautés prévues pour la marque, à savoir la suite du Stelvio en 2025, puis celle de la Giulia en 2026, seront bien déclinées en 100% électrique, mais proposeront aussi du thermique. En cause, la demande de modèles électriques qui n'est pas encore assez forte, avec des ventes qui n'ont pas progressé aussi vite que prévu. C'était donc risqué de miser trop tôt sur le tout électrique. Pour Alfa, ce revirement a notamment été poussé par les distributeurs d'Amérique du Nord, qui ont exprimé leur inquiétude à suivre avec des Giulia et Stelvio uniquement électriques, en Europe également. S'il est prévu que la vente de thermiques d'hybrides prenne fin en 2035, un abandon de ces moteurs en 2027 n'est plus aussi tenable. Bah, ça se comprend après. D'autres marques de Stellantis ont déjà changé de stratégie pour le vieux continent. Après 2024, DS et Lancia ne devraient plus présenter que des modèles électriques. Finalement, la suite du DS7 et le retour de la Gamma, deux modèles prévus d'ici 2026, existeront aussi en hybride. Et en entrée de gamme aussi, on l'avait vu précédemment.
Ouais, bon alors on sait que la partie thermique de Stellantis c'est pas trop ça. Donc il faudra qu'ils travaillent dessus pour pas avoir des moteurs qui tombent en panne au bout de, je sais pas, 20 ou 30 000 kilomètres, comme c'est le cas avec certains moteurs PureTech. Alors j'imagine que dans les alphas, ça sera des moteurs plus performants, mais bon. Après 2027 pour Alfa Romeo, à mon avis, ça c'était peut-être un peu tôt. Et les alphistes en général sont pas forcément pro-électriques non plus, donc bon, ça allait s'effondrer à mon avis, hein. Bref, à votre avis, est-ce que c'est une bonne décision du coup? Les VE de General Motors semblent rentables pour l'instant. Alors, ils deviennent rentables parce qu'avant, ils n'étaient pas. La progression des ventes de VE chez GM est plus faible qu'espéré, mais le constructeur automobile vient de passer un cap puisqu'il gagne de l'argent sur ses modèles. L'année dernière, le groupe a vendu 114 000 voitures et trucks électriques aux US. C'est encore loin d'être faramineux. Ça représente 13% des ventes de la catégorie. Pas très loin de la part de marché du groupe aux États-Unis à 16,2%. Les voitures électriques ont ainsi occupé 4,4% des ventes de GM sur son marché national. La faiblesse des ventes semble surtout venir du manque de succès des pick-up électriques, le Silverado EV. On est par exemple convaincu que 7428 est client l'année dernière, mais certains véhicules sont de vrais succès, comme le Cadillac Lyric. 28 402 unités vendues aux US l'année dernière, il prend la place de second modèle de la marque, derrière l'Escalade. Il représente 17% des ventes. Et chez Cadillac, on espère que la communication des Escalade IQ et Vistic, c'est non bizarre quand même, renforcera encore ce succès en 2025. Signe du succès du Lyric, il se vend presque autant que le modèle électrique d'accès de GM, Equinox EV qui s'est écoulé à 28 874 unités. Ah ouais, comme quoi, quand tu fais une belle voiture luxueuse, même si elle est électrique, elle plaît quand même, hein. Plus que les volumes de vente, c'est l'aspect financier qui marque une belle évolution. Les véhicules électriques ont compté dans les 6 milliards de bénéfices nets du groupe. En clair, GM gagne de l'argent sur sa gamme électrique. Le groupe n'a pas donné plus de détails au niveau de la rentabilité, mais il est aujourd'hui un des rares constructeurs dans cette situation. On se souvient encore des pertes abyssales annoncées par Ford l'année dernière. Ah, c'est une bonne nouvelle, hein. C'est une bonne nouvelle s'ils gagnent de l'argent, ça veut dire qu'ils vont continuer de développer des VE. Ils vont peut-être même pouvoir baisser les tarifs de leurs VE pour en vendre toujours plus. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, GM, ils se débrouillent pas mal, faut avouer. Allez, on verra comment ça se passe là en 2025. Porsche rappelle sa Taycan et d'ailleurs la Audi e-tron GT est également concernée pour des risques d'incendie, apparemment. Dans le courant de l'été, Porsche avait mis un rappel mondial sur tous les modèles produits depuis 2020. La marque allemande a constaté un problème au niveau de la durée de frein avant sur sa grande berline électrique. Certains propriétaires ont d'ailleurs fait état de fissures ayant provoqué une fuite de liquide de frein. Ce défaut a pour conséquence de réduire la pression de freinage et l'efficacité du global du système. Quelques mois plus tard, ce fut au tour de la NHTSA d'émettre un rappel au sujet de la Taycan. Au total, 27 527 modèles vendus dans le pays de l'encre sable ont été obligés de repasser par la case atelier. Cette fois-ci, il s'agissait d'un défaut au niveau de la batterie. Problème, il n'y avait pas d'avertissement pour signaler ces anomalies au conducteur. Aujourd'hui, c'est au tour de la France d'émettre un rappel. La Taycan et sa cousine l'e-tron GT sont concernés. Les deux modèles qui partagent un certain nombre de composants dont la base technique est exactement la même présentent un risque d'incendie. C'est pas rien, a priori. Le même problème qu'aux US, la batterie sera en cause. Une combinaison de problèmes tels que la languette d'anode déchirée, une languette de cathode pliée, une cathode décollée ou une double fissure de poche de sujet de production ont été trouvés dans certains modèles ou tension des batteries. Au cours de la durée de vie du véhicule, les problèmes, lorsqu'ils sont combinés, peuvent augmenter le risque d'incendie. Voilà qui est très rassurant. Tu payes ta bagnole 150 000 euros, t'as un risque de brûler, quoi. Quel crame. Bon, bah, super. Ok, ok, ok. Bon, bah, à voir, hein. Surveillez vos mails ou vos courriers parce que ils vont sûrement vous envoyer un courrier de rappel ou un mail de rappel. Allez, ciao.